Eh ben, bonjour à tout le monde. Donc, bienvenue à cette table ronde sur le thème porteur de projets collectifs et collectivité, se connaître pour mieux collaborer. Donc, moi, je suis Aurélie Braillon, je suis chargée de mission à Cap Rural, en charge des dynamiques territoriales de création d'activités, donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Peut-être juste Cap Rural, en fait, c'est un centre de ressources sur les pratiques et les métiers du développement rural. Voilà, et depuis un certain nombre de temps, on s'intéresse particulièrement à cette question des relations et du dialogue entre dynamiques collectives, entrepreneuriales, on va dire, sur les territoires et collectivités. Voilà. Et donc, on a donc trois acteurs donc de trois territoires différents qui vont nous apporter un regard en fait sur ce sujet. Donc, on a avec nous Nel Bernanos, qui est coordinatrice d'une ressourcerie qui s'appelle le Trimaran en Ardèche. Bonjour. Voilà, on a Joël Rambert qui est chargé de mission à la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien, en charge notamment de tout ce qui est services et économie de proximité. Bonjour. Et Marielle Bruyat, qui est chargée de mission du programme Leader Drôme des Collines Valence-Vivarais. Bonjour à tous. Alors, avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet et peut-être vous dire en quelques mots pourquoi on s'intéresse à cette question, et puis après laisser la parole à nos trois, on va dire, témoins, on vous propose un petit quiz, mais juste de présentation, pour savoir effectivement voilà, qui y a autour des ordinateurs. Voilà. Alors, voilà, vous avez en fait un questionnaire, un sondage là que vous devez voir. Donc, si vous pouvez au fur et à mesure voilà, répondre à ce sondage. Merci. Et Anne-Laure, tu nous diras quand on voit le résultat? Oui, tout à fait. Je dois mettre fin au sondage. Pour l'instant, il y a 52 votants sur 77. Donc, on va attendre qu'il y ait 60 personnes, 65 qui votent. Et je peux publier le sondage. Alors, est-ce que normalement, vous devez voir le sondage sur votre écran? Je vois quelques personnes qui ne voient pas le sondage. Est-ce que vous voyez le sondage? Non. Non? Le sondage, pour l'instant, c'est simplement le sondage. C'est juste la question qui êtes-vous avec, voilà, c'est juste cette question. Voilà, ok, donc vous avez juste à répondre à cette question et puis 61 personnes. Voilà, je vais... Voilà, je vous partage les résultats du sondage sur donc les 61 personnes qui ont voté. Donc, on a 36% de porteurs de projets, création d'activité. On a 8,7% élus et services d'une collectivité. D'accord, 31% acteurs de l'accompagnement, 2% agriculteurs, des financeurs et autres. Bon, on ne va pas gratter plus loin, mais alors on nous dit il manque la catégorie entrepreneur de l'ESS. On l'avait mis dans porteur de projet. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, peut-être quelques mots avant de laisser la parole à nos témoins sur le pourquoi de cette table ronde. Ce qu'on constate tous, et notamment nous à Cap Rural sur la région Auvergne-Rhône-Alpes,
c'est qu'en fait, il y a de plus en plus en fait, de projets collectifs avec un volet entrepreneurial qui émerge, qui se développe, notamment dans les territoires ruraux. Effectivement, nous, au niveau de Cap Rural, on a vraiment un regard plus territoires ruraux. Donc, on constate que voilà, ce sont des projets qui mixent souvent des activités très diverses, des usages très différents. On peut être sur de la production agricole, sur des espaces de coworking, sur des types tiers-lieux. Voilà, ça peut être très, très divers. On constate aussi souvent, bien sûr, que ces initiatives s'inscrivent dans une logique de transition écologique, économique et sociale. Elles ont un lien fort à des ressources en fait sur les territoires. Donc souvent effectivement endogènes, mais qui peuvent aussi venir parfois de l'extérieur. On peut penser notamment aux flux. On constate aussi souvent que ces dynamiques en fait permettent de générer au fur et à mesure en fait de nouvelles activités aussi sur les territoires. Il y a aussi on va dire une dynamique d'essaimage que l'on perçoit très souvent. Et ce qui est aussi intéressant, pour nous, là je parle toujours de Cap Rural, c'est qu'il y en a un certain nombre qui s'inscrivent comme un acteur effectivement du développement local. Et que finalement, ces initiatives donc, qui sont vraiment ancrées dans leur territoire participent très largement à l'attractivité, à la vitalité effectivement de ces territoires. Alors, d'où effectivement la question directe, c'est quelle relation aux collectivités. Les constats, nous, qu'on a pu faire, c'est que, alors là, voilà, et les témoignages vont nous permettre effectivement, bien sûr, de creuser des situations particulières, mais c'est qu'on se constate souvent que les accompagnateurs de porteurs de projets, les agents de développement des collectivités, les élus, parfois en fait connaissent assez mal en fait ces initiatives, peut-être en ont une compréhension aussi parfois insuffisante, parce que, notamment par rapport à ce que je disais tout à l'heure, voilà, elles vont mixer effectivement des usages, des activités très, très diverses. Et donc, se pose la question effectivement du lien à entretenir avec elles, de leur rôle et de leur positionnement effectivement vis-à-vis de ces projets, entre un rôle vraiment facilitateur, de soutien, d'accompagnement, de financeur, partie prenante. Voilà, quelle modalité d'intervention et quel rôle vis-à-vis de ces projets. Et inversement, en fait, ce qu'on perçoit aussi, c'est que finalement, les porteurs de projets, on va dire collectifs, je réduis l'appellation, mais sont peut-être parfois en difficulté sur comment dialoguer, comment se positionner vis-à-vis des collectivités et peut-être acteurs classiques aussi du développement local. Or, ce qu'on perçoit, c'est qu'effectivement, les uns et les autres ont intérêt, tout du moins, à se connaître et à dialoguer. Il y a la question aussi derrière très forte de la légitimité, en fait, et la reconnaissance, effectivement, sur le territoire. Et donc, en fait, ce qu'on vous propose, c'est effectivement, dans le cadre, effectivement, de cet atelier, de se poser la question de quelle situation, finalement, de dialogue et de travail avoir entre collectivités et porteurs de projets collectifs. Et donc, finalement, la grande question derrière, c'est comment susciter l'envie, l'intérêt de se connaître et d'agir ensemble sur un territoire. Alors, pour aller plus loin, effectivement, autour de ces questions, je vous propose déjà de donner la parole à Nel Bernanos. Donc, Nel Bernanos, comme je vous disais tout à l'heure, qui est coordinatrice d'une ressourcerie. Et donc, en fait, en quelques points, peut-être de nous dire quel était, en fait, un peu quel est l'état des lieux des relations entre la ressourcerie et la collectivité du territoire, et notamment, on disait, une collectivité en particulier. Quelle est aussi votre stratégie un peu récente, mais quelle est votre nouvelle stratégie par rapport
à la relation avec les collectivités et par rapport à des besoins et peut-être des nouveaux besoins que vous allez nous spécifier. Et qu'est-ce que finalement vous attendriez aujourd'hui en fait de cette relation à la collectivité et peut-être les leviers, Nel, que tu identifies. Je te laisse la parole. Merci. Donc peut-être pour démarrer, je vais présenter un rapide historique de la ressourcerie et de la dynamique qui a permis d'aboutir à la création de la ressourcerie. C'était donc en 2012. La ressourcerie Trimaran est née en fait de la rencontre de deux groupes projets. Un groupe projet porté sur le territoire plutôt rural. À l'époque, on était sur une communauté de communes qui s'appelait Eyrieux-Auxerre, donc sur la vallée de l'Eyrieux. Et puis, un groupe projet sur le secteur de Privas. Voilà, on était à l'aube de la préfiguration de la communauté d'agglo Privas-Centre-Ardèche. Et c'est vrai qu'il y a eu cette réunion de ces deux groupes de porteurs de projets pour ne faire plus qu'un porteur de projet collectif composé d'un noyau de 6-7 personnes à l'époque, qui sont les fondateurs de la ressourcerie Trimaran. Donc la ressourcerie a fait le choix de créer sous statut associatif, tout à fait indépendant aujourd'hui de la collectivité et des autres collectivités. Et donc la ressourcerie a été créée en tant que telle en 2012. L'adhésion au réseau des ressourceries, réseau régional et réseau national, s'est fait rapidement parce que voilà, on partageait les valeurs et on se retrouvait dans la charte qualitative que porte le réseau des ressourceries. Et en 2014, donc, nous avons eu les premiers salariés, puisque aujourd'hui, nous sommes agréés ateliers chantiers d'insertion et nous portons donc également cette mission d'insertion des publics. Aujourd'hui, la ressourcerie, donc 8 ans après, nous sommes donc implantés sur 2 établissements, un sur Privas et un historique sur les Olières où se situe le siège de la ressourcerie. Nous avons donc 2 bâtiments distincts, 2 boutiques, 2 espaces de valorisation et nous sommes aujourd'hui 23 salariés. Donc nous sommes 5 permanents et nous avons 18 salariés en parcours par rapport à l'atelier chantier d'insertion. Donc moi, je distinguerais par rapport à la problématique 2 temps. Il y a eu le temps de l'émergence du projet qui s'est fait avec une configuration qui était spécifique et où là, effectivement, on a eu vraiment un énorme soutien des élus en place à l'époque, notamment sur le territoire rural, puisque le projet s'inscrivait dans une dynamique rurale, un besoin qui était vraiment important, notamment en matière bien sûr de réduction des déchets, mais aussi en matière d'emploi. Donc ce temps-là s'est passé, il y a eu l'évolution dans la communauté d'agglo qui s'est faite. Donc ce temps politique qui n'est pas forcément le même que celui des porteurs de projets collectifs, puisque voilà, nous il y a eu la phase d'émergence, il y a eu la phase de démarrage, et puis aujourd'hui on en est à une phase de développement, puisque les activités sont bien implantées sur les 2 territoires. On a donc à peu près en tout 800 mètres carrés de locaux qui sont dédiés à l'activité ressourcerie. Voilà, mais c'est vrai que sur Privas, on porte un projet d'agrandissement qui se fait en lien avec la communauté d'agglo Privas Centre-Ardèche, avec 2 entrées spécifiques, l'entrée sur la réduction des déchets et puis la dimension économie sociale et solidaire, qui est quelque chose qui est important en matière de développement économique sur cette communauté d'agglo. Après, voilà, aujourd'hui, on se confronte à un temps politique
qui est fractionné de par les élections, de par les mouvements qu'il peut y avoir à l'interne. Et effectivement, les projets qui sont semés doivent être, j'ai envie de dire, entretenus et alimentés pour assurer la pérennité de ce qui a été entamé depuis 8 ans. Voilà, donc à ce sujet-là, c'est vrai que nous rencontrons les nouveaux élus de la collectivité, donc c'est prévu la semaine prochaine, pour pouvoir présenter les spécificités de ce qu'on est, et puis présenter également l'évolution que nous avons connue, puisque vous avez compris, on est passé de 0 salarié en 2012 à 8 ans après 23 salariés, ce qui nous a fait quand même grossir assez rapidement. Et du coup, la question de l'emploi et d'une structure qui a un développement économique et un développement d'apporteurs d'emplois sur un territoire, notamment la zone rurale, et en même temps qui s'occupe de la réduction des déchets, ça nous fait une approche très transversale qui n'est pas forcément la plus facile à gérer pour la collectivité, puisqu'on est plutôt entré au niveau de la collectivité sur la question de la réduction des déchets et la gestion des déchets. Et donc, voilà, il y a un pan de notre activité qui semble encore méconnu à ce jour au niveau des élus et aussi peut-être au niveau des techniciens. Donc nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, les besoins que l'on pourrait exprimer, en tout cas qui se font ressentir, c'est d'avoir un interlocuteur peut-être qui serait l'interlocuteur technique et l'interlocuteur élu, mais qui serait garant de la vision transversale du projet avec toutes ses composantes, puisque aujourd'hui, nous, sur la réduction des déchets, on porte également des projets qui sont un peu atypiques pour une ressourcerie, puisqu'on ne se contente pas de faire que du réemploi, même si c'est déjà, je ne minimise pas du tout la tâche, c'est énorme, mais on porte également sur le projet d'insertion la création d'une gamme d'articles de petite maroquinerie faite à base de 100% à base de recyclage, alors 95% à base de recyclage. Et également, on porte la création d'un atelier vélo, donc à base de réemploi également de vélos. Et en fait, voilà, on est là-dessus et historiquement, et on veut se faire rejoindre les deux activités en développant une activité de bagagerie de vélo à base de récupération 100% pour pouvoir équiper les vélos qui seront sortis de nos ateliers jusqu'à équipés avec de la bagagerie également. Voilà. Et donc, c'est vrai que tout ce pan-là d'innovation, de conception de projet, de prototypage, etc., c'est des choses pour lesquelles je pense qu'on n'est pas du tout identifié au niveau de la collectivité à ce jour. Et on a plus l'approche réduction des déchets avec l'impact que l'on a sur les tonnages détournés de la déchetterie du territoire de la communauté d'agglo-Privas-Centre-Ardèche. Et nos besoins aujourd'hui, voilà, c'est plus resserrer des partenariats, être identifié comme un partenaire sur cette question sur le territoire et comme une ressource aussi du territoire sur la question de l'emploi, de l'insertion, de l'innovation aussi et de la gestion des déchets, bien sûr, qui est notre cœur d'activité, qui reste le cœur d'activité. Merci Nel. Ce que tu as évoqué, et puis effectivement on en avait discuté quand on avait préparé, c'est aussi le fait que finalement peut-être que le projet d'agrandissement sur Privas est l'occasion aussi finalement de reparler effectivement du projet, donc en plus aux nouvelles équipes d'élus, et finalement est l'occasion aussi de représenter le projet finalement dans sa diversité et ce changement finalement d'échelle un petit peu nécessaire.
Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, mais ça, je trouvais ça intéressant finalement, c'est que voilà, le projet immobilier peut être effectivement l'occasion de reparler de la ressourcerie, mais de représenter le projet vraiment dans sa globalité, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut, pas sans cesse, mais régulièrement représenter le projet puisqu'il évolue par rapport à l'idée originelle qu'il y avait. On l'a mené et on est allé même presque au-delà de l'idée originelle. Et donc, c'est vrai que c'est important de garder ce lien de présentation, de remise à niveau de la connaissance que l'on a les uns des autres. Et c'est vrai que pour nous, le projet d'agrandissement est une réelle belle opportunité pour discuter avec de nouveaux techniciens de la collectivité, notamment ceux en charge des projets immobiliers pour la collectivité, et puis voilà, de représenter où est-ce qu'on en est aujourd'hui, toutes les composantes qui font la ressourcerie Trimaran à nos interlocuteurs, certains historiques, d'autres nouveaux, pour montrer en fait toutes les facettes. C'est ça, c'est qu'on est aussi, souvent les projets collectifs sont des projets à multi-tiroirs en fait. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant et en même temps qui révèle la complexité de la chose puisque on peut nous croire à un stade alors qu'on a déjà avancé sur d'autres sujets et qu'on a d'autres cordes à nos arcs parce que le sujet est fourni et qu'on y répond également. Et j'insiste aussi sur la dimension humaine, parce qu'effectivement, on peut se dire, oui, c'est de la compétence, c'est de l'ordre de ceci, ou enfin voilà, dans les obligations, mais il y a aussi le facteur humain qui fait qu'on va avancer en confiance ou en transparence aussi, pour que comment dire, toutes les parties prenantes du projet, que ce soit techniciens, élus ou nous, salariés de l'association et de la structure, nous puissions être dans une relation humaine de confiance et de partenariat en fait. Merci Ned. On va donner la parole à Joël Rambert. Et peut-être, voilà, moi aussi, un sujet finalement qui me semble important et je l'évoque voilà, maintenant puisqu'on va avoir effectivement Joël de l'Accord qui va intervenir. C'est aussi voilà, ce que pose aussi voilà, la question que pose Nel aussi, hein, c'est de se dire et ben voilà, finalement aujourd'hui on peut avoir plusieurs interlocuteurs au sein d'une collectivité, notamment là peut-être des interlocuteurs plus techniques, mais finalement comment se fait le lien au sein de la collectivité entre plusieurs techniciens, entre plusieurs chargés de mission, et quelle transversalité finalement au service des porteurs de projets et des projets qui effectivement touchent une diversité effectivement d'activités. Voilà, et voilà, comment finalement voilà, la collectivité peut ou pas, parce que c'est compliqué, mais bouger d'un pas par rapport à ces questions-là, quoi. Voilà, mais ça peut être effectivement un sujet qu'on abordera tout à l'heure avec vous. J'ai vu qu'il y avait des questions, notamment sur les besoins de formation des élus. Sur ce type de questions, je vous propose, c'est que je les garde de côté, puis on les posera ensuite à nos témoins. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Joël. Donc, Joël Rambert de l'Accord. Joël Rambert, en fait, qui est pour le coup en lien et qui travaille en lien avec la Cornélienne, qui est une conciergerie, alors conciergerie d'entreprise. Donc, pour le coup, ce qu'on a vu avec Joël, c'est pareil, en fait, qu'elle puisse nous présenter l'historique des relations avec la conciergerie d'entreprise, et elle vous expliquera le club d'entreprise voilà, au démarrage.
qu'elle nous présente aussi finalement les différentes modalités en fait d'intervention qu'a la collectivité vis-à-vis effectivement de la conciergerie, sachant qu'elle nous le présentera, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est aussi que l'accord finalement a été, on le verra, à l'initiative du projet sur le territoire. Aujourd'hui, l'accord est utilisatrice effectivement des services de la conciergerie, finance, et on verra comment le projet de conciergerie, est facilitatrice sur un certain nombre de points, et notamment sur par exemple du développement, souhaité effectivement développement de la conciergerie. Et aussi, on verra, est dans de la co-construction technique avec effectivement les chargés de mission de la conciergerie. Donc voilà, elle nous représentera un petit peu tout ça. Et avec derrière, et ben, effectivement, les questions que ça pose, les limites que ça peut avoir en termes de relation entre la collectivité et la conciergerie, notamment les questions jusqu'où effectivement aller dans cette relation entre la collectivité et la conciergerie, les marges de manœuvre que peut avoir effectivement notamment la Joëlle, une chargée de mission d'une collectivité, par rapport effectivement au rôle qui a été défini au démarrage. Donc voilà, elle nous expliquera un petit peu tout ça. Donc je te laisse la parole, Joëlle, peut-être déjà pour nous rappeler peut-être les relations un petit peu historiques entre l'accord et puis notamment le projet de conciergerie autour notamment du club d'entreprise. Okay. Merci à Aurélie. D'abord, juste pour présenter, donc l'accord est à l'ouest lyonnais. On est une collectivité, comité d'agglomération aujourd'hui qui a fait la fusion de 3 comités de communes. On a 51 000 habitants, j'ai élargi un peu le nombre sur le territoire, et on est un territoire très très étendu, avec des reliefs assez marqués. On a du coup la création de l'accord, elle s'est faite en 2014, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Le projet de conciergerie, oui, je vais en parler. Il est aussi lié avec un autre projet qui est apparu, qui est un projet de click and collect. C'est une réflexion que s'était faite la collectivité assez tôt dans le cadre de son projet de territoire. La question était en effet de se dire comment trouver des leviers pour l'attractivité du territoire. Et puis, parallèle, il y avait aussi une démarche de revitalisation de centres-villes et des centres-bourgs du territoire. Donc, plusieurs points avaient été en effet levés, et notamment la première question qui a été levée, c'était l'attractivité, notamment sur la partie du commerce. Une première réflexion du coup a été faite avec la Fédération Atout Commerce qui est présente sur le territoire et qui était un des premiers partenaires à ce niveau-là, avec un certain constat sur les modalités, le fonctionnement du commerce, peut-être les attendus aussi de la population ou des gens présents sur le territoire. Et puis, de fil en aiguille, s'est posé la question, en effet, de la relation aussi avec les entreprises, puisque sur les entreprises, on a ici de grands groupes avec des personnes qui viennent travailler, qui ne sont pas ailleurs du territoire, qui peuvent venir de Lyon, de Roanne ou d'ailleurs, et de se dire comment, en fait, on peut leur permettre de consommer au niveau local sur leur temps de travail. Voilà. Et puis également, la dernière question, c'était la question des pendulaires. C'est-à-dire on a aussi beaucoup de gens qui partent à l'extérieur du territoire pour travailler. Et à l'inverse, comment on peut capter ça aussi en termes de, pareil, de dire bon, on a une consommation locale qui peut se faire, et une attractivité qui peut se créer à ce niveau-là. Donc l'idée, en effet, c'était bien de concilier à la fois l'attractivité par rapport aux entreprises, mais aussi l'attractivité du territoire, et puis de valoriser du coup nos commerces et la consommation locale. Ça, c'était un peu le démarrage du projet. Donc pour ce faire, forcément, il était évident d'aller chercher déjà des acteurs présents sur le territoire. On avait donc la fédération qui était déjà, elle, bien présente. De l'autre côté, on avait le club d'entreprise Tara Révolution, avec qui, en effet, il y a déjà un partenariat économique pour la dynamique entrepreneuriale et des entreprises. L'idée, du coup, c'était de nous mettre tous autour de la table et de se dire, voilà, il y a un projet qui nous semble peut-être intéressant. Nous, collectivité, de notre côté, on avait été chercher avant un prestataire privé, mais qui ne s'est pas positionné sur le territoire pour la prestation de conciergerie.
et qui du coup a conforté l'idée de plutôt travailler avec ceux qui étaient présents sur le territoire, puisqu'ils ont une bonne connaissance en fait des différents acteurs et à la fois aussi de tous les besoins et autres, et l'offre. On a donc mis autour de la table le club d'entreprise Terra Révolution et la fédération Atout Commerce et la collectivité. Et de là, en fait, a émergé le projet de créer en simultané une conciergerie d'entreprise et un système de click and collect sur le territoire. Pour ce faire, on a du coup mutualisé la plateforme, notamment via un appel à projet, et la collectivité, en ça, du coup, a été un peu à l'initiative, on va dire, et dans la dynamique de lancer tout ça avec ces deux acteurs. Alors, il est vrai qu'on arrive du coup à modalité ou en partenariat. Tous ensemble, on a l'habitude de travailler sur d'autres dossiers par ailleurs, donc il nous est fréquent de nous rencontrer et de parler de différents projets. On a aussi, du coup, peut-être pour répondre à ce que Nel évoquait tout à l'heure, on a une régularité de lien qui se fait d'abord par les techniciens, ça c'est certain, mais qui peut se faire aussi parfois avec les élus et les directeurs des différentes structures. Donc, par rapport à ce montage-là global de click and collect avec la conciergerie, la collectivité a rebondi sur un appel à projet de la région qui nous permettait du coup d'aller proposer notre projet, enfin, en tout cas plutôt innovant sur le territoire, sur des nouveaux modes de distribution. À partir de là, c'est vrai que les modalités sont plus complexes puisqu'on a demandé à nos partenaires, et notamment au club de Terra Révolution, de devenir notre prestataire pour la conciergerie, par contrainte du coup de réponse à l'appel à projet qui ne permettait pas par de projet de répondre directement. Du coup, ça a posé en effet un contexte peut-être un peu singulier, qui en effet nous semble aujourd'hui intéressant après le démarrage de la conciergerie. La conciergerie a été lancée en 2019, en même temps que le click and collect. Nous avons aujourd'hui pas mal d'entreprises adhérentes. Aujourd'hui, le projet a bien avancé. C'est vrai qu'Aurélie l'a dit tout à l'heure, sur le démarrage du projet, la collectivité a voulu aussi être garant, mais être à la fois participant de la réussite de ce projet. En ça, en effet, des moyens techniques ont été mis en place, notamment mon poste pour aider à ce projet-là, à l'émergence de ce projet. En parallèle, en effet, on a mis d'autres moyens, d'autres leviers, d'aller voir aussi financièrement, d'avoir peut-être aussi même sur des besoins techniques, de se dire à qui on pourrait faire appel, qui on connaît autour de la table. Donc, de mettre en relation, en effet, les autres acteurs qui pourraient peut-être être un levier. Puis, par la suite, nous avons voulu être utilisateurs. En termes de soutien, ça nous semblait aussi important d'être exemplaire par rapport à ça et de montrer tout l'intérêt, en tout cas, que la collectivité avait à utiliser ce service. Donc, c'est vrai que d'être à l'initiative, d'être utilisateur, fait que nous avons un regard direct sur l'évolution du projet, le développement du projet. Ça permet aussi, du coup, d'avoir un aller-retour constant avec notamment les techniciens du club avec qui on travaille pour dire, bon, attention, il y a peut-être ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Enfin, il y a des échanges qui se font. Mais aussi, du coup, c'est délicat puisque la question a été posée, c'est jusqu'où on va, sachant qu'on n'a pas contractualisé sous un format spécifique. On n'est pas un SIC, il n'y a pas de consortium défini. On est parti quelque chose de volontaire et d'une habitude de travailler ensemble autour d'une table pour continuer ce projet. Aujourd'hui, du coup, se pose la question de dire jusqu'où nous, collectivités financeurs, on peut aller, sans être dans l'ingérence et en même temps tout en apportant notre soutien à ce niveau-là pour permettre que le projet perdure et trouve du coup une pérennisation. Là, je pense en effet que le côté des relations techniques est un atout, puisque si du côté des élus, le travail vu sous consortium public-privé n'est pas toujours facile ou connu, en tout cas du côté des techniciens, nous on est plus dans cette démarche-là,
Et je pense que ça peut être une des réponses. Et ça répond aussi du coup à Nel, ce que tu évoquais tout à l'heure. Voilà, en gros, je pense avoir fait à peu près le tour de la question, et je veux répondre à la question sur, en effet, la question qui se posait, c'est de se dire, mais comment les techniciens, du coup, lorsqu'on contacte un technicien en tant que porteur de projet, comment, au sein de la collectivité, on peut faire le lien, puisqu'on voit bien que la ressourcerie, par exemple, elle a plusieurs entrées. De notre côté, par exemple, ce projet-là, il est inscrit comme un projet de territoire. Et du coup, nous, on est en mode projet et on travaille à plusieurs. Donc, tout ce qui est du développement et de l'aménagement du territoire, plusieurs services et donc plusieurs techniciens sur des thématiques complètement différentes travaillent ensemble. Et ce qui fait que du coup, s'il y a un projet qui émerge d'un côté, de l'autre côté, on en a connaissance et on peut faire des liens comme ça. Si je peux donner un exemple, par exemple sur la conciergerie, en parallèle, nous, on ouvre un tiers-lieu qui arrive en janvier 2021 sur notre territoire, et du coup, on a intégré la conciergerie dans ce tiers-lieu. Voilà, avec d'autres objectifs aussi. Et je pense que ça peut être une réponse, en tout cas, qui est peut-être pas la meilleure, mais qui est peut-être une première porte d'entrée pour faciliter le porteur de projet. J'espère avoir fait la vision globale, la plus globale qui soit. Aurélie, tu me dis. Merci beaucoup Joël. Ce qui est très intéressant, là, tu termines effectivement en évoquant que finalement la conciergerie, finalement, vous l'avez entre guillemets caractérisé, classé, ou je ne sais pas, dans un projet, quoi. C'est un projet de territoire. Oui. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est ça aussi, c'est que finalement, vous l'avez identifié comme un projet pouvant alimenter effectivement votre propre projet de territoire. Et c'est là, en fait, où aussi, il me semble que ça commence à être très intéressant, c'est aussi comment finalement vous identifiez que finalement un projet peut permettre effectivement de participer finalement au projet de territoire de la collectivité. Et donc, on commence à être dans finalement une espèce de co-construction de l'action publique. Et ça, je trouve que c'est que ça, on franchit un pas là qui peut effectivement être extrêmement intéressant en termes aussi de reconnaissance vraiment de l'apport effectivement de ce type de projet pour le territoire. À échanger, à rediscuter par la suite. Marielle, je te propose effectivement peut-être de prendre la parole. Donc, Marielle, qui est chargée de mission, leader, et donc qui va nous parler effectivement de la relation et des liens que vous avez eu et que vous avez encore avec un projet de conserverie mobile et solidaire effectivement sur votre territoire. Et là, peut-être les questions finalement que je voudrais te poser, Marielle, c'est de comprendre finalement le rôle que vous avez eu vis-à-vis de ce projet, et finalement, qu'est-ce qu'a permis Leader au-delà du financement pour cette dynamique autour de la conserverie mobile. Peut-être de nous redire aussi finalement qu'est-ce que recherche effectivement la conserverie mobile dans la relation aux collectivités du territoire, puisque effectivement le leader est en lien avec 3 intercos effectivement du territoire. Donc ça peut permettre effectivement d'ouvrir des portes, mais de réexpliquer peut-être finalement qu'est-ce que recherchait le projet dans ce lien aux collectivités. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'avec quelles réserves et avec quelles limites. Et peut-être justement de nous redire, Marielle, comment finalement les porteurs de projets étaient très attentifs pour effectivement garder leur propre dynamique. Et tu nous l'expliqueras, c'est un projet qui est dans une innovation effectivement très intéressante, et comment justement conserver toute son innovation, et donc comment finalement être attentif dans la relation aux autres dynamiques du territoire et notamment aux collectivités pour garder finalement son propre pas de temps et son propre processus d'innovation. Peut-être Marielle, si tu veux te présenter et présenter donc cette dynamique. Merci Aurélie.
Oui, donc j'ai coché dans le questionnaire que j'étais accompagnateur de projet. Donc, je suis chargée de mission dans un programme européen de développement rural qui s'appelle LEADER, donc qui veut dire liaison entre actions de développement de l'économie rurale. Et du coup, c'est vrai que je travaille avec des collectivités. Peut-être c'est à souligner par rapport aux expériences qui ont été présentées, puisque le programme LEADER est à l'échelle de 2 communautés d'agglomération et une communauté de communes. Donc, on est en Drôme-Ardèche, encore en plus des collectivités qui sont bidépartementales souvent. Et avec un projet leader, on va dire, qui est né en 2014 et qui avait vraiment intégré, on va dire, le pari de travailler sur 2 enjeux territoriaux que sont l'alimentation locale et la vitalité sociale. Et donc là, je me projette directement avec la conserverie mobile et solidaire. Donc ça, c'est en 2016. Des porteurs de projets qui sont les maisons de quartier de Romans-sur-Isère. Donc, il y avait 3 maisons de quartier qui ont décidé en coopération à un moment au plus bas, hein, où les finances publiques étaient au plus bas. Voilà, la ville se rétractait, la CAF se rétractait, de ne pas lâcher les armes et d'avoir une idée géniale qui est de partir de leurs besoins, c'est-à-dire que la cuisine centrale de la ville allait s'arrêter. Et donc, au niveau des maisons de quartier, il y avait besoin de trouver pour nourrir les jeunes qui venaient et les enfants qui venaient au centre aéré. Et donc, une cogitation et une agitation entre les 3 maisons de quartier qui a été très efficace, puisqu'en très peu de temps, on va dire, peut-être les premières idées, j'ai envie de dire, c'est 2015-2016, la coopération, de se mettre ensemble pour être plus fort, donc de réfléchir à un projet sur l'alimentation au niveau des 3 maisons. Et en 2017, en fait, déjà de donner lieu donc, à une conserverie mobile et solidaire. Donc, c'est sous forme d'un camion, effectivement, équipé, qui va permettre de transformer, de récupérer des surplus de légumes dans les jardins, chez les agriculteurs, pour effectivement faire des conserves et faire des bocaux. Donc, avec une unité de transformation intégrée, un petit labo, tout intégré dans le camion. Donc là, on part vraiment d'un projet où les maisons de quartier ont su aller chercher le leader et tout de suite, en fait, on pensait que ce projet rentrerait bien dans le programme leader qui parlait effectivement d'alimentation et de lien social. C'était bingo, j'ai envie de dire. On était en plein dans ce qu'on souhaitait soutenir, accompagner sur le territoire. Donc en 2017, un projet rapidement, j'allais dire, ficelé dans son organisation, avec beaucoup, j'allais dire, avec la touche vraiment de l'éducation sociale et populaire. Donc, comment lutter contre le gaspillage alimentaire, comment apprendre à manger sainement, comment éduquer, on va dire, les habitants du territoire, ou en tout cas éduquer, sensibiliser et travailler vraiment avec les habitants pour que le projet, le bien manger, soit pas qu'un mot, on va dire, sur un papier, mais vraiment un sens, et que on parte du légume jusqu'à sa transformation, jusqu'à l'assiette. Donc ça, c'est, je dirais, la force des maisons de quartier, d'être allées chercher tout de suite les collectivités. Et en fait, elles sont venues chercher plutôt le leader qui était effectivement pour un soutien financier, mais pas que, puisqu'il a permis de les faire connaître, d'ouvrir des portes au niveau des 3 collectivités avec lesquelles elles travaillaient, et de renouer des partenariats avec, on voyait avec des collectivités, la ville, où c'était plus compliqué parce que restrictions budgétaires obligent, parce qu'effectivement, des choses évoluent et sont à reconstruire. Et donc, sont venus chercher le programme Leader, où également, il y a un comité de programmation qui est donc une gouvernance publique-privée, qui est une représentation d'un collège public avec des élus, d'un collège privé avec des représentants de la société civile, des associations locales, et qui a permis de porter, on va dire, leur projet devant les collectivités, et de commencer par cette porte à sortir de leur mur, puisqu'en fait, leur ambition, ce n'était pas uniquement de faire manger les habitants du quartier des légumes et des choses plus saines, c'était aussi que cette conserverie mobile, elle soit au service du territoire, et qu'elle, par son itinérance, puisse aller au plus près des communes,
Donc, à la rencontre des lieux différents, des communes, les MJC, les centres sociaux, culturels, les CCAS, le club des aînés. Enfin, effectivement, ça a été un outil de médiation et un outil de sensibilisation à cette alimentation où on pouvait partir, on va dire, à la fois sur des recettes, mais une discussion aussi avec les producteurs qui pouvaient venir à côté du camion ou une recherche de légumes dans différents lieux. Donc, effectivement, la conserverie, l'équipe des maisons de quartier ont mis à disposition des moyens. Et c'est vrai que le soutien financier de Leader a été depuis 2017. Concrètement, on a fait 4 dossiers, les amenant de l'animation à la sensibilisation, on va dire, au niveau d'un territoire très large, puisque oui, ce que je n'ai pas dit, ce territoire, il pèse à peu près 220 000 habitants. C'est à peu près 1 heure de route entre les points les plus, une bonne heure de route entre les points les plus éloignés. Et effectivement, de travailler avec les territoires, ce n'était pas, on va dire, le cœur de métier des maisons de quartier. Donc, il a fallu aller chercher, faciliter, ouvrir les portes. Et ça a permis d'apporter pour eux aussi rapidement d'aller chercher d'autres cofinanceurs. En fait, le programme Leader fonctionnant avec d'autres cofinancements et puis par besoin économique, tout simplement, le projet, les maisons de quartier n'ont pas eu peur d'aller taper à la porte de fondations, Fondation Bonduel, Fondation Caisse d'épargne, voilà, de grosses fondations, d'être reconnus donc avec les trophées de l'innovation sociale, avec G2R, la mondiale. Enfin, ils ont su effectivement rapidement communiquer et s'ouvrir avec, on va dire, différents espaces. Donc, au niveau de notre territoire, comment ça s'est facilité, enfin, comment la conserverie a été en lien avec les collectivités? Déjà parce qu'elle est venue au plus près des communes, c'est-à-dire qu'elle est venue sur le territoire des communes pour faire donc poser le camion, avoir un moment, un temps d'animation, un temps de transformation avec donc des associations de la commune. Donc ça a permis vraiment de les flécher et effectivement, ils ont fait un tour du territoire. En fait, le leader leur a donné la légitimité d'aller sur des territoires qui sortaient vraiment de leur champ d'action, de sortir de la ville de Romans, tout simplement. Donc, de faire du lien ville-campagne. Et du coup, ça a permis, j'allais dire, d'abord aux communes, puis aux communautés de communes et d'agglomération de les voir. Nous, on a vraiment 3 collectivités qui ont réagi de façon différente, avec des allures et des tempos différents. Donc, Valence Romans Agglo a réagi tout de suite à ce projet parce qu'il est également en plein dans leur projet de territoire, en plein sur leur, j'allais dire, dans le mille, dans la cible de ce qu'ils voulaient développer au niveau du projet agricole alimentaire. Donc, ça a permis tout de suite on va dire, retisser des partenariats avec un échelon nouveau qui était la communauté d'agglomération. Les 2 autres collectivités, ça a été, c'est plus lent et c'est pas le même tempo, c'est pas le même rythme. Elles en ont plus bénéficié effectivement avec leur commune. Et financièrement, j'allais dire, n'ont pas forcément donné un coup de main, mais ont découvert en fait un outil qui était vraiment au service d'un territoire très large. Donc, ce décloisonnement naturel qu'a eu les maisons de quartier par rapport à des collectivités qui sont, j'allais dire, avec des limites administratives, ça a permis vraiment de générer du dialogue, de la discussion, de pousser les frontières un peu plus loin et de travailler sur cet outil. Est-ce qu'il fallait qu'il reste un outil de sensibilisation finalement et d'éducation au bien manger, ou est-ce que c'est un outil qui doit se tourner vers du développement et un modèle économique? Et donc ça, c'était 2017, 2018, 2019. Donc de l'émergence de l'idée à l'innovation, effectivement, il y a tout un travail d'appropriation qui est en train de se faire par le territoire. Même si effectivement il y a des phases, j'ai envie de dire, à chaque fois d'innovation qui reviennent, puisque la conserverie dans son fonctionnement évolue et se pose plus aujourd'hui comme un outil. Est-ce que c'est un outil pour le travail à façon pour les producteurs? Est-ce qu'il doit permettre effectivement des petites transformations pour les producteurs qui n'ont pas de laboratoire et qui peuvent bénéficier de ce lieu mobile?
Donc aujourd'hui, ils en sont effectivement tout à une réflexion sur leur modèle économique. Et naturellement, j'ai envie de dire, vient l'idée de se dire, bah, c'est le temps, c'est le bon tempo, c'est le bon temps pour faire réfléchir à une société coopérative avec les collectivités et donc de faire le tour des collectivités. Voilà, nous, c'est quelque chose qu'on appuie, qu'on entretient au niveau du leader par le comité de programmation, mais aussi par les échanges directs qu'on peut avoir dans nos collectivités, puisqu'aujourd'hui, j'ai des référents techniques, des techniciens de collectivités, souvent des chargés de mission agricole, alimentation, qui sont aussi ambassadeurs de ce projet, qui sont devenus, on va dire, fans de ce projet, parce qu'effectivement, c'est un projet qui tout de suite est tellement pertinent, j'ai envie de dire, qui crée à la fois la sympathie, l'adhésion, et donc et sur une préoccupation où j'allais dire tout le monde se pose la question de l'alimentation, de l'alimentation locale, du bien manger, voilà, du lien avec l'économie, mais du lien à la santé, du lien avec l'environnement. En fait, il interpelle tellement les gens, on va dire, je pense personnellement et individuellement, qu'aujourd'hui, il est dans une phase de se dire, bon, ben, nous, maison de quartier, on a fait une expérimentation, on a travaillé avec ce qu'on pensait, mais après, si ce projet, on doit s'en séparer, finalement, on a pu permettre qu'il naisse ce projet, mais on a aussi envie de le partager. Et s'il devient avec quelque chose de plus à vocation économique, c'est pas à nous de le porter. Donc, la réflexion aujourd'hui, elle est clairement de dire garder un camion pour la sensibilisation, l'animation sur le territoire et passer toutes les bonnes méthodes, les recettes de cuisine qui ont pu être réalisées. Mais c'est aussi de se dire, bah, s'il y a une unité de transformation de produits, de nos productions, bah, c'est autre chose et c'est peut-être pas à nous de le porter. Merci, merci Marielle. Il nous reste, je sais pas, 7 minutes. Peut-être là, notamment deux premières questions. Alors notamment peut-être Nel et Joël là au début et puis après tout le monde. Deux questions. La première, c'est est-ce que, et notamment c'est adressé au début à Annelle, mais voilà, peut-être si vous avez un avis à ce sujet, est-ce que vous ne sentez pas un besoin d'information, de formation des élus et des techniciens sur ces modes d'entrepreneuriat ESS en projet collectif et peut-être comment y répondre? Alors, il faudrait être un petit peu rapide et je pose une deuxième question. Finalement, un interlocuteur là, se pose la question et trouve ça assez déroutant finalement des missions des collectivités. Alors, je pense que vous parliez notamment peut-être de l'accord. Jusqu'où effectivement une collectivité peut aller. Et donc, il posait la question de, au fond, quelle indépendance des structures est recherchée. Voilà. Alors, peut-être, voilà, si vous avez quelques éléments, un petit peu de réflexion sur ces deux sujets, formation élus techniciens et justement, voilà, l'indépendance recherchée des structures. Je veux bien prendre la parole du coup. Alors, pour ce qui est de la formation des élus et peut-être aussi la sensibilisation après peut-être de certains techniciens sur tout ce qui est économie sociale et solidaire, c'est vrai que je pense que il y a un besoin de toute façon. Je pense qu'aujourd'hui, il peut y avoir une appétence en fonction de la personnalité de la personne, enfin voilà, de l'élu ou du technicien, etc. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur des exercices de style qui sont complexes, avec effectivement la part fonds public, mais complétée avec une activité économique propre. En tout cas, nous, on est vraiment dans cette complémentarité, parce que moi, je le vois comme vraiment une complémentarité. Et c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment une nécessité aussi peut-être de repositionnement, c'est-à-dire que l'on puisse se voir comme des partenaires menant des actions complémentaires sur un territoire
et pas avec un décalage peut-être, voilà, parce qu'il y a une subvention ou parce qu'il y a quelque chose qui vient, comment dire, quelque chose qui serait plus descendant ou ascendant, enfin voilà. Donc ça, je pense que c'est un premier point effectivement sur lequel il y a besoin de beaucoup de pédagogie, d'explication, de formation, de sensibilisation. Et puis, mais ce qui peut paraître effectivement un peu antagoniste, ou en tout cas, il faut trouver le juste milieu avec cette question de l'indépendance, puisque, nous, en tout cas, on porte un projet au niveau de la ressourcerie qui est clairement indépendant, mais qui a la volonté de s'inscrire sur un territoire sur lequel on a une prise directe, qui est le territoire, notre territoire d'action, que ce soit sur la réduction des déchets, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur les actions de sensibilisation également. Voilà, même si ces actions-là de sensibilisation peuvent être un peu plus exportées, on va dire. Et il y a réellement voilà, la complémentarité et la distanciation et en même temps l'intérêt commun pour le projet qui doit être porté de façon égale. Et c'est vrai que c'est en phase de maturation, j'ai envie de dire tout ça. On n'a pas trouvé un réel équilibre avec comment dire, une vision et un accompagnement qui soit constant dans la durée aussi. Il y a ça. Alors après, il faut bien se dire, se remémorer que le temps des collectivités est jeune. Des communautés d'agglos, enfin en tout cas la nôtre, elle est plutôt jeune. Il y a aussi tout ce travail aussi d'une maturité propre de la dynamique politique et la maturité du projet. Et donc tout ça fait que il faut aussi ce temps-là nécessaire pour trouver le bon moyen de fonctionner. Merci Nel. Est-ce que Joël, tu aurais des éléments à ajouter? Nel, en effet, a apporté quelque chose de juste. En effet, c'est l'évolution que le projet apporte. Je pense en effet qu'aujourd'hui, on est sans solution ferme, sans proposition de modèle, etc. C'est une recherche aussi qui avance sur l'indépendance de la structure. Alors, c'est une question un peu vaste parce que indépendance à quel niveau? Si c'est au niveau de la décision de stratégie, après tout, elle peut tout à fait en effet la prendre sans aucun problème. Si c'est de l'indépendance financière, je crois que du coup, la pluralité, comme ça a été évoqué, Marielle, un plurifinancement, choses comme ça, c'est peut-être quelque chose qui peut le renforcer. Je pense qu'il y a plein de pistes en effet à chercher, à tâtonner pour trouver cet équilibre, pour que les uns et les autres trouvent réponse à leur volonté et leur stratégie. Merci Joël. Peut-être il est 59. Peut-être juste, je regarde les questions et les propositions, mais il y avait effectivement aussi la question en lien avec la gouvernance de la conciergerie, Joël, en disant finalement, est-ce que le côté hybride avec acteurs publics et privés est-il bien appréhendé par la collectivité, donc élus et techniciens? Il y avait un petit peu ce questionnement-là. Et puis, après, il y avait aussi la question de comment, effectivement, un certain nombre de dynamiques peuvent évoluer en pôle territorial de coopération économique. Voilà. Et est-ce que finalement, ce format d'action au service du territoire est-il bien connu aujourd'hui? Voilà. Je ne sais pas si par rapport à ça, il y a pareil, Joël, tu veux réagir? Oui, je peux commencer. Il y avait déjà une réflexion de créer un PTCE sur le territoire qui semblait du coup quelque chose d'intéressant. C'est une proposition qui est en effet méconnue, qui apporte un nouveau regard, de nouvelles modalités, pour lequel en effet il faut, je pense, du temps pour sensibiliser les différents acteurs et aussi les élus autour de cette question-là. Pour notre part, ça n'a pas été fait. Marielle. Oui, je voulais juste rajouter, nous, sur la conserverie mobile et solidaire, il y a une faculté de se pluguer, on va dire, sur les dynamiques locales. Et c'est vrai que le territoire a été plutôt dynamique et avec un dynamisme qui a été apporté par le secteur de l'ESS,
puisqu'on a eu Start-up de territoire qui a permis aussi de faire émerger ce projet et aujourd'hui d'être dans un appel à projet national, puisque c'était sur le programme d'investissement et d'avenir, un territoire d'innovation. Et donc aujourd'hui, effectivement, la conserverie, outre, j'allais dire, des financements, après les financements européens, des financements privés, et d'avoir mixé, on va dire, son type de financement, a surtout, j'allais dire, été reconnu dans une dynamique de territoire avec ces startups de territoire portées initialement par le groupe Archer, donc une structure de l'économie sociale et solidaire, et aujourd'hui où il y a une convergence et un grand nombre d'acteurs qui se sont rassemblés. Il y a 15 jours, ils organisaient un événement Startup de territoire, plus de 2100 personnes à Valence. Effectivement, ça a mobilisé fortement pour créer, on va dire, des nouvelles activités en lien avec le territoire. Et la conserverie est aussi, enfin, est vraiment dans cette dynamique et j'allais dire, peut avoir finalement ne pas percevoir le cycle des collectivités aussi long qu'on peut peut-être le voir des fois en décalage avec le projet de la structure, puisqu'à chaque fois, il y a quelque chose qui permet de se réintégrer, j'allais dire, pour partager plus largement et être reconnu sur le territoire. Donc, c'est important qu'il y ait des cycles, on va dire, au niveau des collectivités pour que la chance, c'est peut-être d'être sur un territoire large avec une échelle importante et du coup, de pouvoir se renouveler avec différents acteurs et avec différentes dynamiques qui sont apportées par les collectivités ou par des structures privées. Je vous propose, peut-être qu'on s'en arrête là. Je vois qu'il est un peu plus de 13 heures. Peut-être de dire que effectivement, on voit l'intérêt fort en fait des porteurs de projets collectifs et des collectivités de se connaître et de travailler ensemble. Voilà, les raisons, effectivement, on ne va pas les rappeler, mais elles sont assez évidentes. Et là, finalement, les 3 expériences nous alimentent vraiment là-dessus. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, les modalités d'intervention aussi peuvent être très, très différentes. Ce qu'on a peut-être peu évoqué, même si avec l'expérience de Marielle et de Joël, on le voit, mais c'est aussi finalement l'appui en termes d'ingénierie qu'une collectivité peut apporter aussi voilà, à des projets collectifs en termes d'animation, en termes de développement et puis voilà, sur bien d'autres compétences. Et ça, c'est quelque chose aussi, il me semble, vraiment d'intéressant aussi, hein, de mêler effectivement les ingénieries entre les collectivités et là, les projets collectifs notamment, parce qu'on voit aussi que derrière, il peut y avoir effectivement voilà, des compétences, des postures qui peuvent être aussi un petit peu différentes. Et ça, sur un territoire, c'est une force effectivement voilà, très importante. Maintenant, voilà, ce qu'on voit aussi, c'est des expériences qu'on a entendues là ce matin. Moi, il y a 2 points hein, qui me sautent un petit peu au nez. C'est vraiment comment finalement avoir une compréhension très fine en fait des uns et des autres et en fait aussi bien de leur fonctionnement des uns et des autres que aussi des enjeux des uns et des autres. Donc, on a l'expérience de Nel, voilà, on a les différentes expériences, mais c'est vraiment cette compréhension fine. Et donc, en fait, cette compréhension fine en fait, du fonctionnement, de l'organisation, des enjeux des uns et des autres, ça passe, il me semble aussi, par un dialogue dans la durée et régulier. Voilà, et donc voilà, on a évoqué effectivement le lien, les rencontres avec les élus. Joël, effectivement, et Marielle évoquaient aussi finalement le lien entre les techniciens des différentes structures. Mais finalement, c'est comment effectivement on arrive à instaurer, à organiser un dialogue voilà, régulier et dans la durée pour ensemble effectivement trouver des solutions ou alors des relations qui soient effectivement la plus pertinente possible par rapport au territoire et aux enjeux de chacune des structures. Mais il me semble que voilà, on a vraiment moi je retiendrai vraiment cette nécessité effectivement d'instaurer régulièrement des temps
voilà, de dialogue. Et j'insiste parce qu'on voit bien que c'est pas, voilà, c'est pas si évident que ça, et notamment avec ce que vous évoquiez, avec effectivement le fait que aussi on ait le facteur humain qui soit extrêmement important, et en même temps avec le renouvellement des uns et des autres. Voilà, comment effectivement on arrive à instaurer, à garder finalement ces liens. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que on n'a pas suffisamment de temps, mais voilà, on voit bien que c'est un sujet en tout cas qui est extrêmement intéressant à continuer à travailler et pour voilà, échanger aussi des expériences entre chacun des territoires. Je vous remercie et vous souhaite effectivement une bonne poursuite de la journée, et puis donc un grand merci à RTES, à la Vise, à Village Vivant, et puis à Marielle, à Joël et à Nel pour leur témoignage, et à vous tous. Avec plaisir. Bonne fin de journée. Merci beaucoup pour ce forum. Au revoir, merci. Merci, au revoir.